La défense du Maroc est-elle capable de tenir le Nigeria? On va se poser la question ensemble de savoir si le quatuor défensif marocain est au niveau. Donc, je te pose la question spontanément, mon copain. Est-ce que pour toi, la défense du Maroc, elle est capable de tenir le Nigeria pendant 90 minutes, voire 120? Bah, en vrai, je pense que ça va être on va dire que ça va être la clé du match parce que on sait que le Nigeria, ça reste quand même l'équipe la plus dangereuse offensivement de cette CAN. Nous, côté Maroc, on sait que la défense, on avait beaucoup d'interrogations sur ce secteur du terrain au début et même pendant la CAN, parce qu'on a vu on a beaucoup tâtonné. On a commencé avec Saïs, ensuite on est passé avec El Yamir, et là maintenant on a une charnière centrale qui a apporté satisfaction du coup avec Aguerd et Massina. Euh, mais je pense que là, ça va être vraiment la clé du match parce que honnêtement, le Nigeria, ça a énormément d'occasions par match quand on regarde l'entièreté de la compétition. Et on sait que le Maroc, à certains moments, on peut se faire peur sur certaines phases de jeu ou des moments où on est en temps faible. Donc je pense que va falloir être vraiment vigilant sur cette question-là, parce que ce soit la profondeur ou quoi, on a plein d'éléments sur lesquels on doit être vigilant. Ah, alors, je suis d'accord. Spontanément, quand on fait forcément, tu sais, ce type de débat, tu es obligé de prendre un peu les qualités individuelles des attaquants et des défenseurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pose cette question-là. Et que oui, évidemment, on va faire très simple. L'attaque du Nigeria, ce qu'on voit depuis le début de la compétition, ouais, c'est du très très haut niveau. Et comme tu l'as dit, ils sont capables de se créer des occasions contre n'importe qui. Et je pense que le Maroc fera partie, on va dire, de cette liste. Maintenant, la question, c'est qu'à un moment donné, le Nigeria ait des occasions, ok, ça va faire partie normalement de l'histoire du match. Maintenant, est-ce que tu penses cette défense en capacité de pouvoir, on va dire, les décourager? Là où peut-être la défense algérienne a tenu une mi-temps, mais après l'enchaînement avec, on va dire, cette pression qu'ils arrivent à mettre et la vitesse qu'ils mettent dans les enchaînements, est-ce que tu penses que pendant 90 minutes, la défense, elle peut tenir le choc à ce moment-là? Je pense que faut qu'on regarde plus loin que la défense, et faut un peu regarder un peu l'état d'esprit de l'équipe. Et moi j'aime bien prendre le match du Cameroun parce que c'est un peu le match référence qu'on a durant cette compétition. Et je pense que C'est le si toute dernier. l'équipe, C'est le dernier en plus, tu vois, ouais, c'est le dernier en date, donc c'est logique, tu vois. c'est le dernier en date, et je pense que c'est celui où l'équipe elle a apporté le plus de satisfaction sur 90 minutes. Et c'est le match sur lequel on a eu l'adversaire le plus compliqué à jouer depuis le début de la compétition. Et je pense que si on remet cette intensité qu'on a mis contre le Cameroun, même si c'est compliqué de le faire pendant 90 minutes, mais pendant une grosse partie du match, que ce soit en défense ou même que ce soit les milieux, je pense que je vais pas dire qu'on doit pas craindre cette attaque nigérienne, mais on devrait pas non plus tomber dans le jeu de se faire trop peur et de se dire, bah voilà, ils sont beaucoup trop dangereux, etc. On va essayer pas de bloquer le score, mais de jouer un peu ce jeu défensif, parce qu'on sait que nous, on n'est pas bon dans ça. Donc, faut pas tomber. Bah, après, en fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un mix entre la qualité de la défense intrinsèque et après, tu viens de le dire un peu, c'est-à-dire cet état d'esprit, cette agressivité et cette intensité qu'on a vu contre le Cameroun. C'est évident que si toute l'équipe met ce même pressing pendant, allez, on va dire la majeure partie du match, bah oui, ça te simplifie aussi la vie de ta défense et principalement de ta défense centrale. Parce que rentrons un peu un peu dans le vif du sujet et dans le sujet qui fâche, mais pour toi, est-ce que cette défense centrale, Aguerd, Massina, ça peut arriver à, on va dire, à contenir les assauts d'un Osimhen, par exemple, dans le jeu aérien? Je te pose la question parce que c'est là où il est rayonnant. On le connaît, Osimhen, depuis des années. Est-ce que dans ce domaine-là, tu penses que les deux sont capables d'élever leur niveau de jeu? Bah, en soi, moi, je vais prendre surtout, et je pense que c'est ce que Regragui va faire. On va prendre Massina. Le jeu aérien, ça reste quand même une de ses plus grosses qualités. On sait que techniquement et balle au pied, au niveau des relances, etc., ça pêche un petit peu. Et c'est un peu ce qui nous inquiète un peu sur le profil. Autant sur le jeu aérien, on connaît les forces d'Osimhen, on sait que c'est un joueur qui peut être dangereux sur les ballons aériens.
autant je m'en fais pas énormément parce que je sais qu'en face, on a Massina qui est quand même assez solide sur les duels aériens. J'ai pas les Mhm. stats, mais il a quand même remporté pas mal de duels pendant cette CAN-là, et même en club sur les matchs qu'il a joués. Ça reste quand même un profil qui est intéressant. Et je pense que ça va être intéressant de voir cette confrontation entre ces deux profils qui sont assez à l'aise sur les jeux aériens. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ça va vraiment être la gestion de la profondeur. Où là, vraiment, Ouais. je me pose des questions sur comment on va réussir à museler un peu cette attaque au niveau de la profondeur, parce qu'on sait qu'on peut se faire trancher sur Bah, des offensives. ça, c'est sûr. Maintenant, tout dépend de où est placé le bloc marocain, en fait. Mm. C'est-à-dire que si tu as un bloc très, très haut, comme on a pu le voir par moment, mais c'est dans des phases de match où tu as des équipes bloc bas en face, donc c'est pas la même chose. Là, je vois mal, par exemple, euh, un Massina ou un Aguerd pendant les trois quarts du match être à 40 mètres de leur but. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la Ouais. ligne, le bloc, il va être quand même être plus compact et plus bas. Donc, cette fameuse gestion de la profondeur, je pense que c'est un peu sur ça que Regragui va normalement bosser là pendant les jours qui restent. C'est justement de ne pas laisser ces phases, on va dire, de transition où là, pour le coup, le Nigeria, on les connaît et ça fait partie de leur qualité aussi. Mais en transition, ils te transpercent. Et peu importe, hein, je pense que là, les quatre équipes, les trois autres équipes qui restent, je pense qu'ils peuvent le faire à n'importe qui. Maintenant, c'est la vraie question, comme tu as dit, si tu ne leur laisses pas ces espaces en profondeur, tu réduis quand même une partie de leur danger. Maintenant, le jeu marocain aussi, avec les deux joueurs sur les côtés, parce que la défense, c'est pas que les Euh, deux. c'est le Les deux risque. latéraux, C'est tu le risque, vois. c'est que nos deux latéraux, et on l'a vu, hein, que ce soit Hakimi ou Mazraoui, ils ont tendance à beaucoup monter. Et c'est là où on compte aussi sur un El Ainaoui qui a sur la couverture et qui est très Mhm. bon aussi défensivement pour couvrir un peu ces montées offensives. Et c'est là où je pense que El Ainaoui, ça sera aussi la clé du match. On l'a vu contre le Cameroun, il nous a sorti un match de fou furieux au milieu de terrain. Et là vraiment, je pense que ça va être vraiment son match à lui, et que je pense que l'issue du match va aussi beaucoup être conditionnée à sa performance sur le terrain. Parce que un gros El Ainaoui, je pense que aussi ça peut aider la défense. Ah, Ça peut aider dans cet aspect, justement, comme on dit, de la défense face à cette attaque nigériane qui est ultra costaud et efficace, évidemment que, on l'a dit, ça se concentre pas juste même à la limite sur les quatre de derrière, c'est tout le bloc. Et évidemment, le premier qui va être sollicité, c'est normalement ta sentinelle. Et après, j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers, mais Amrabat, c'est donc impossible. Il est. Honnêtement, au vu de son état physique et notamment des sorties médiatiques de Regragui qui disait que depuis la compétition, il était un peu comme Ounahi, il jouait un peu sur une jambe. Mhm. Et de ce qu'on a vu contre le Cameroun, moi personnellement, je resterai sur le même milieu de terrain, je ne le toucherai pas. Ouais, tu touches pas. Avec un El Khanous qui est très bon sans ballon, Saibari qui va te gratter beaucoup, beaucoup de ballons dans ce milieu de terrain-là, et un El Ainaoui qui ne bougera pas en sentinelle. Qui va venir pallier un peu la défense sur les phases où ça va être vraiment compliqué de gérer cette attaque nigérienne. Donc, ouais, Amrabat, moi, Tu partirais je pas dessus. Tu prendrais partirais pas ce. dessus. Et même, il y a apparemment un programme qui a été fait de rééducation pour que Ounahi soit apte entre les demi et la finale. Je suis pas très in, honnêtement. Même si Saibari, je l'ai pas trouvé, il est en dessous de son niveau, il reste quand même intéressant, et je préfère jouer avec un joueur qui est à 100% plutôt qu'un joueur qui. Ah ouais, et puis tu peux peut-être miser aussi sur le fait que Saibari, avec ce but, peut peut-être Nous donne aussi, confiance, bien sûr. il peut, alors même si on arrive maintenant déjà en demi-finale, mais ça peut lancer véritablement sa fin de CAN. Donc, ouais, prendre le risque, comme on le dit, en plus, on connaît le physique d'Unai. C'est clairement pas Ah un oui. joueur sur lequel, s'il n'est pas à 100%, tu peux risquer. Alors peut-être sur une configuration de match, peut-être 20, 15-20 minutes sur une fin de match, peut-être. Mais là, le faire Non, mais rentrer c'est juste. avec cette bataille tactique et où vraiment, en gros, ça risque de castagner au milieu. Ouais, j'avoue, je pense que là, c'est pas un bon choix. Donc ouais, le milieu qu'on a vu contre le Cameroun était cohérent. Donc normalement, oui, tu repars là-dessus. Et dans cette question qu'on pose, est-ce que
Est-ce que la défense peut tenir? Bah oui, le milieu est aussi important. Maintenant, il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé dans cette question. Comment tu sens Yacine Bounou? Parce qu'il est important aussi là-dedans, hein, Ouais. dans cette question-là. Après, tu vois, c'est difficile de sentir un peu comment est Yacine Bounou parce que, qu'on se le dise, depuis le début de la compétition, il a été Il n'est très pas peu testé. sollicité. Il n'est pas testé en Il y a plus. il y a eu des matchs où ça a pas, où il n'y a pas eu de tir cadré, que ce soit contre le Cameroun. En phase de poule, on a encaissé, on a encaissé qu'un seul Un but. un On est, penalty. je crois on est une des équipes à avoir encaissé moins de buts dans cette canne, dans cette canne parmi les équipes qui restent. Donc, c'est assez compliqué de le jauger. C'est vrai qu'aussi, tu vois, je vais pas tirer la sonnette d'alarme, mais il y a eu quelques moments où, balle au pied, il y a eu des doutes sur lui, parce qu'il nous faisait des trucs qu'il ne nous faisait pas d'habitude. Donc, ça va être assez Ouais, compliqué. parce que c'est plutôt un gardien. Alors, c'est pas un spécialiste du jeu au pied, mais c'est un gardien qui a normalement un jeu au pied plutôt Oui, correct. il a un jeu au pied plutôt correct, mais à certains moments, ça peut arriver. Il peut avoir des sauts d'attention et faire quelques erreurs qui, sur un malentendu, ça peut te coûter un but, tu vois. Donc, moi, je veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais attention, tu vois, à ces moments où il a un peu des sauts d'attention. Et je pense que aussi, c'est important de se dire aussi mentalement que dans le cas, même si je pense pas que ça aille au tir au but, tu es un gardien qui est très à l'aise avec l'exercice et qui nous a montré à plusieurs reprises que bah voilà, tu peux clairement compter sur lui. Et ça aussi, tu vois, c'est quelque chose de pas négligeable parce que l'aspect mental dans ce match-là, ça va aussi être quelque chose de central. Et avoir et avoir un gardien sur lequel tu sais que tu peux compter en cas de tir au but, bah, ça peut te changer un match. Non, t'as raison, t'as raison. Même si là, on fait pas l'évaluation, enfin, on fait pas comment, la confrontation, on va dire, des deux portiers. Ouais, sur ce point-là, mine de rien, le Maroc a quand même plus un avantage. Nouabali, je le trouve moins fort sur les pénaltys. Après, il a été bon en 2023 avec le Nigeria sur les pénaux, mais là, il en a eu un contre la Tunisie qui prend, et en plus, il est fautif dessus. Je le trouve moins fort. Et oui, normalement, Bounou, ça peut t'apporter, on va dire, une sécurité supplémentaire sur les pénaux. Mais tu l'as dit, on a tous vu le match contre la Tanzanie où bah, on ne sait pas comment il est placé sur le premier centre en première mi-temps et puis après en deuxième, la balle qui relâche plein axe. Et tu l'as dit aussi, en fait, il n'a pas été véritablement testé depuis le début de la compète. Donc, c'est un peu à double tranchant. Soit le gars se révèle, enfin pas se révèle parce qu'on le connaît largement, tu vois, mais soit il débute lui aussi son tournoi avec des vraies performances, soit il n'est pas encore assez chaud. Et pareil, face à cette attaque nigériane, ouais, tu as besoin encore une fois de ton gardien parce que ça peut peut-être se jouer à un arrêt de Bounou, je sais pas, dans le temps additionnel Ah ouais, c'est ou à pour ce ça, moment-là, tu vois. dans les grandes compétitions, il te faut un grand gardien. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de le tester parce qu'on pensait que ça allait être contre le Cameroun où on allait avoir un peu plus d'adversité niveau offensif. On n'a pas eu la chance d'avoir ça. Là, je pense que contre le Nigeria, ça va vraiment être important parce que ça va pas être une équipe qui va pas cadrer une frappe. Défensivement, on sait que le Nigeria, ça a des failles, mais la grande force de cette équipe-là, ça va être l'attaque, le trio d'attaque devant. Donc, je pense que Bounou aussi, il a intérêt à faire un gros match parce qu'on aura vraiment besoin de lui sur ce match-là. Et je pense aussi que même s'il n'a pas été sollicité, tu vois, le fait pour l'histoire que tu es chez toi, que tu joues ta première demi-finale depuis plus de 20 ans, ça aussi, tu vois, ça joue dans l'aspect mental. Et je pense que ça peut aussi transcender les Lions et dire que, bah voilà, là, tu as, entre guillemets, on va pas dire un boulevard, mais tu as deux matchs d'être champion d'Afrique, chez toi en plus. Mhm. Je pense que aussi ça peut galvaniser pardon, les troupes. Et je sais que Regragui, il est bon dans toute cette partie motivation mentale, etc. Ah, c'est là où il est le meilleur. On va dire, je pense que c'est son point fort le point fort de son coaching. C'est justement un gars qui arrive à mobiliser. Je pense que les causeries, elles doivent être, elles doivent être assez intenses et il arrive à concerner tout le monde. Et que justement, là,
cette perspective de la demi-finale à domicile face à un gros adversaire, évidemment, je pense qu'il va réussir à les mobiliser et Bounou en fait partie. Maintenant, voilà, on l'a dit aussi, ce type de match-là, les demi-finales de Cannes et le tournoi international en général, ça se joue généralement sur des détails, ça se joue à pas grand-chose. On est rarement sur des gros écarts. Bon, évidemment, on a tous en tête le Brésil-Allemagne de 2014 qui s'était fini comme ça, mais ce que je veux dire, c'est vraiment des matchs qui se jouent à pas grand-chose. En Cannes, j'ai l'impression encore plus. Ouais, bah Donc, oui. ouais, toute cette partie défensive, elle va être cruciale, mais on pourrait faire exactement le même débat de l'autre côté avec est-ce que la défense nigériane va être en capacité de pouvoir tenir l'attaque marocaine et particulièrement un Brahim Diaz, tu vois. Et là, c'est pareil, il y a aussi des doutes, On a vu les limites comme de un cette peu qu'on vient on a vu d'avoir les avec le limites de Maroc, tu cette vois. défense. On les a vu, les limites défensives du Nigeria. Faut pas oublier non plus que, si je dis pas de bêtises, à part le Mozambique, ils ont encaissé un but à chaque rencontre. Ouais. Donc, Ah non, contre l'Algérie, non. du coup aussi, ouais, contre l'Algérie non plus, ils sont pas encaissés. Donc, ça reste quand même une équipe où tu sais que tu auras des occasions. Et nous, le défi, on va dire, c'est de pas vendanger. Parce qu'on sait aussi que le Nigeria, ça se procure énormément d'occasions, mais ça vendange énormément. Donc ça, tu vois, tu sais qu'ils les auront, les occasions. C'est Donc ça ça? aussi, tu vois, ça peut jouer en notre avantage. Mais il faut que nous, derrière, on soit létal. Parce que je pense qu'on aura moins d'occasions que le Nigeria. Après, peut-être que je me trompe, tu vois, j'ai pas la science infuse. Ah, Mais attends, ça m'intéresse et ça nous permettra de conclure notre débat. Tu penses que dans ce type de match, le Maroc va laisser la balle au ah non, Nigeria tu peux pas. ou au contraire, tu penses que le Maroc va vouloir prendre le jeu à son compte et, euh, Tu et vas essayer vouloir. de dominer le Nigeria? T'auras pas le choix t'auras pas le choix d'avoir le pied sur le ballon pendant cette rencontre-là, parce que si t'as pas le pied sur le ballon, tu vas te faire écraser. Les Nigériens, ils vont enchaîner les attaques et au bout d'un moment, ils vont en mettre une, tu vois. Et toi, t'auras pas énormément d'occasions à te mettre sous la dent si tu mets pas le pied sur le ballon. Je pense que c'est primordial que le Maroc ait la possession. Mais moi, ce qui me fait pas peur, tu vois, mais où je recule un peu d'un pas, c'est que nous aussi, tu vois, on vendange beaucoup devant. Et Mhm. pour moi, le plus important, c'est de marquer dans les 25 premières minutes, parce que sinon, après, derrière, t'es pas à l'abri de te prendre un but. Et après, quand tu cours au score, là le match, il est totalement différent. Et c'est plus compliqué. Après, nous, tu vois aussi, offensivement, on a des armes on a des armes à disposition. Déjà, le trio de devant, il est bon. Tu as un retour de Igaman. Tu as la possibilité de faire rentrer du beau monde à partir de la 60-70e, où tu auras une défense nigérienne qui sera fatiguée, qui laissera des espaces. Et nous, ça sera dans ces moments-là où va falloir être clinique. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les deux équipes, c'est assez compliqué de les comparer, mais le style de jeu est pareil, les forces et les faiblesses aussi. On sait que offensivement, c'est intéressant. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup De qualité. d'occasions, etc. Mais défensivement, t'es un peu moins serein, tu vois. Donc je pense que ça va être un match qui va être vraiment partagé. Non, non, ça, c'est sûr. Et après, on va dire que la manière dont va se présenter, on va dire, comme tu as dit, ce match est intéressant parce que les forces des deux équipes sont plus dans le secteur offensif que dans le secteur défensif. On vient d'en parler. Donc oui, normalement, on ne devrait pas avoir le type de match complètement verrouillé, fermé. Maintenant, après, on le sait aussi, ce type de match, comme ça se joue à pas grand-chose et qu'il y a eu un gros enjeu, une grosse pression, on peut avoir malheureusement pas une purge, mais tu m'as compris, c'est-à-dire un match fermé. Mais sur le papier, quand on regarde cette demi-finale, moi je pense à l'inverse, qu'on risque d'avoir un match plutôt ouvert avec les forces offensives qui vont à un moment donné prendre le pas. Maintenant, tu l'as dit, si le Maroc arrive à marquer rapidement, ils l'ont montré depuis le début de la compétition, ils arrivent à gérer un avantage. Hormis contre le Mali, ça a toujours gagné au bout. Voilà, maintenant, on est clair, ce qu'il y a eu contre le Cameroun, c'était un premier test, mais on est obligé de constater que la qualité intrinsèque du Cameroun et celle du Nigeria, bah, C'est un step au-dessus. c'est un step au-dessus. Et que malheureusement, oui,
pour les amateurs de foot, mais cette équipe-là, elle est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Donc, Mm. c'est quand même dingue. Mais que vu ce qu'on voit du Nigeria, surtout, allez, on va dire clairement, depuis le match là contre l'Algérie, qui était leur vrai premier test, ouais, ça peut envoyer, comme on dit, un message à tout le monde. Maintenant, la demi-finale, je pense qu'on va être assez d'accord. Pour moi, c'est du 50-50, hein, ou peut-être 51-49, 52-48 pour le Maroc, Ouais. parce que c'est à domicile, tu as tout ça. Mais là, de toute façon, les deux demi-finales, on est sur quasiment du 50-50 chez moi. Ah ouais, pareil, hein, c'est assez compliqué il n'y a pas d'adversaire qui, sur le papier, se démarque, tu vois. Mais même, hein, comme tu as dit, Sénégal-Égypte, sur le papier, tu peux te dire, bah, le Sénégal, il va rouler sur l'Égypte. Attention, parce que Pour l'Égypte, ce qu'il a fait, l'Égypte, c'est très, très chiant à jouer. Et moi, je pense même que l'Égypte, on n'est pas à l'abri de voir l'Égypte en finale, hein. elle peut casser l'ambiance. Elle peut Ah, casser l'ambiance, l'Égypte, et venir en finale. on les voyait pas ici, hein. En début de CAN, on les voyait pas du tout ici, hein. Moi, j'attendais au maximum, je crois que j'avais prédit quart de finale. Ouais, on avait dit quart. On avait dit. Ah, on avait Là, fait on le n'est débat. pas loin, là, on n'est pas loin de les voir gagner la CAN, hein. Honnêtement, sur un malentendu, ça finit en Maroc-Égypte en finale. Ouh là Euh, là. Ouh là Même là. sur la finale, je suis même pas sûr que le Maroc puisse gagner parce qu'on connaît nos chers amis égyptiens. Ça a toujours été des matchs très compliqués avec eux. Donc, Ouais, ouais, non, non, je suis bien d'accord. Mais donc, ça prouve bien que, voilà, dans ce dernier carré, il y a pas. Voilà, chaque équipe, on va dire, a ses atouts. Et peut-être que le Maroc, encore une fois, et là, je parle même pas d'arbitrage et tout ça, on n'en parle pas, mais avec l'appui populaire, forcément, tu vois, tu as un atout ouais, t'as un comparé. atout. Tu as un atout comparé au Nigeria, à l'Égypte ou au Sénégal. Mais ces trois autres sélections, on vient de le dire, elles ont aussi d'autres avantages sur certains trucs. Donc, vraiment, c'est relevé. Il n'y a pas de favori. Maintenant, on vient de le dire. On a répondu à la question. La défense, elle, nous, on pense qu'elle peut tenir le choc face au Nigeria. Par contre, on est d'accord, il faut élever le niveau de concentration XXL et pas avoir justement de temps faible, trop faible. Sinon, là, t'es sanctionné. Mm. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Naïl El Ainaoui est-il le meilleur jeune de la CAN 2025? Et on va se poser la question ensemble de savoir si le Marocain est la révélation du tournoi. Alors, juste avant que tu me répondes, d'accord, hein, El Ainaoui, il n'est pas non plus inconnu, il n'a pas débarqué juste là dans cette CAN, mais c'était sa première CAN et on est forcément un petit peu subjugué par les performances. Donc, toi, je te pose la question, mon copain. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur jeune de la CAN 2025? Oui. Bah, en vrai, moi, personnellement, ça m'étonne pas vraiment, tu vois, parce que je l'avais dit avant, parce qu'on a eu une adaptation XXL. Le mec, il arrive, je crois, il a eu trois sélections, je crois, avant la CAN. Mhm. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans le milieu des Lions de l'Atlas. Et force est de constater qu'on dirait que ça fait 10 ans qu'il joue avec nous. Donc, en vrai, c'est pas une surprise, tu vois. Généralement, les gens, quand tu vas leur dire qui est le joueur fort du Maroc, ils vont te sortir Brahim Diaz, ils vont te sortir El Kaabi, Hakimi peut-être, ou Salah Din, mais ils ne diront jamais El Ainaoui parce que c'est un peu un joueur de l'ombre, tu vois, que tu remarques pas, mais tu sens quand il est pas présent dans cette équipe-là. Après, jeune joueur, faut voir aussi les forces en présence qu'on a en face. Mais moi, Mhm. je serais pas étonné de dire que El Ainaoui, là, si je prenais les quatre équipes qui restent, c'est-à-dire Sénégal, Égypte, Nigeria et Maroc, je pense que en prenant tous les joueurs, tous les jeunes pardon, qui sont dans ces équipes-là, C'est le meilleur. c'est le meilleur. Ah oui. Mm. En tout cas, c'est celui qui, on va dire, diffuse la meilleure impression. Tu l'as dit, c'est assez incroyable parce que tu as la sensation en fait que le joueur il est là depuis X temps et que, on va dire, il évolue dans cette équipe-là et qu'il connaît les coéquipiers depuis X années, limite qu'il a commencé la formation avec. Et que, alors, est-ce que c'est parce qu'il a la fraîcheur et l'envie de tout casser, ou est-ce que il a vraiment trouvé, on va dire, le schéma préférentiel? Mais moi, je te pose juste la question parce que pour moi, ça m'étonne.
Amrabat, on en a déjà parlé, ça fait partie on va dire des leaders des leaders de ce milieu de terrain. Mais il a pris la place, en fait, au-delà même de la blessure et tout ça. C'est-à-dire que là, pour moi, ouais, il l'a mis de côté, quoi, Amrabat. Il lui a dit merci, c'est gentil pour tous les travaux. Franchement, t'as été énorme. 2022, rien à dire, machin. Mais maintenant, en fait, tu me laisses la place. En fait, laisse-moi, c'est moi l'avenir, en fait. Bah, en fait, à la base, on était parti dans un système avec Regragui, on jouait avec les deux, du coup, avec Amrabat et El Ainaoui, et Mhm. Ounahi dans ce milieu-là. Et c'était un peu la sérénité qu'on avait dans ce milieu avant la CAN. On se disait, bah voilà, notre milieu, il est verrouillé pour les 10 prochaines années avec Amrabat, El Ainaoui et Ounahi. Les deux, ils se sont blessés. Et même quand tu regardes quand les deux ils étaient sur le terrain, surtout depuis le début de cette compétition, attention, sans enlever tout le génie qu'on connaît à Amrabat, force est de constater qu'El Ainaoui, il était beaucoup plus convaincant qu'Amrabat, même si on sait qu'il était blessé, que voilà, il était assez diminué, etc. Même dans l'état d'esprit, je le trouvais beaucoup plus serein. Et on avait l'impression en fait que c'était Amrabat qui jouait sa première CAN et El Ainaoui qui était là depuis la Coupe du Monde. Et ça, tu vois, Alors que c'est c'est complètement bluffant parce l'inverse, que alors que tu viens de le c'est dire. ça. Et, Le mec, et quand tu prends, parce que quand j'aime bien comparer un peu avec l'arrivée des binationaux qu'on a eu, donc que ce soit Brahim Diaz, que ce soit Talbi, que ce soit même Amin Adli, etc., c'était des joueurs sur lesquels, entre guillemets, on comptait, ou même Abdé, hein. ouais. Euh, C'était des joueurs sur lesquels voilà, on avait un besoin au poste auquel ils évoluent. Et on s'est dit, bah voilà, on a trouvé une bonne alternative, etc. Et généralement, ça peine à confirmer, ou même ça confirme pas du tout, tu vois. Par exemple, Brahim Diaz, depuis son arrivée, il a explosé, mais depuis le début de la CAN, parce qu'avant, c'était compliqué, même en prenant le contexte du club, etc. Bah, c'est Mhm. un mec qui joue pas, il était assez. Des fois, il ralentissait le jeu, etc. Il y avait beaucoup de choses à dire sur son style de jeu. On Ouais. s'est dit, bah, finalement, est-ce que c'est pas. On l'a pas un peu vu trop, on l'a pas un peu vu trop belle. Abdé, c'est pareil. Abdé, c'est irrégulier avec nous. Là, il est bon pendant cette CAN, mais il y a des moments où il a des passages à vide avec le Maroc. Talbi, pareil. Talbi, il est venu, il a fait quelques matchs, il fait quelques entrées, mais c'est trop irrégulier. Ben Seguir, pareil. On a eu beaucoup, tu vois, de cadres binationaux. On s'est Et dit, lui, bah, il tranche, en fait. Et dans ce que tu me dis, c'est que lui, il tranche parce que lui, en fait, à la différence des autres, il n'y a pas eu lui, de il n'y a temps eu aucune d'adaptation. question. Il est arrivé, on a tout de suite eu le coup de foudre. On s'est dit, lui, c'est le bon. Premier match qu'il a joué avec nous, je sais plus c'était contre qui, c'était pas contre, je sais plus c'était contre qui, mais moi je me souviens de son premier match. On s'était dit, bah voilà, c'est un premier vrai test pour lui. Le mec, il a répondu présent. Tu te dis, putain, mais il est tellement à l'aise dans ce dispositif-là que tu te dis, bah en fait, il va devenir titulaire indiscutable. Et Et en aujourd'hui, fait, et c'est ça, et c'est que en plus du côté très vite, il se rend indispensable et très vite, ils se font dans le collectif. Mais c'est qu'en plus, vraiment, le côté indispensable, ça se remarque, je trouve encore plus parce qu'il est aussi bon dans la phase défensive que dans la phase offensive. c'est Dans ça. l'agressivité, je le trouve vraiment, on va dire, dans le ton de ce qu'il faut, dans ce qu'il faut dans le foot de haut niveau. La, on va dire la bonne agressivité sur le terrain. Et puis, on va pas se mentir, c'était pas qu'un mec qui multiplie les courses et tout ça, c'est que balle au pied. Maloglin, il est intéressant techniquement, Balle au pied, c'est c'est beau intéressant, ce c'est qu'il ça. propose. Mm. Et même, en fait, on avait aussi des doutes de se dire, bah voilà, est-ce qu'il n'allait pas avoir du mal à s'adapter au football africain? Peut-être que voilà, la CAN, c'est son premier test. Parce que voilà, on a joué contre des équipes en match amicaux où où le niveau il était très faible. Là, tu te dis, bah voilà, tu rentres dans une CAN, tu as une pression supplémentaire parce que tu as une compétition. Là, tu rentres dans un vrai schéma de compétition. En plus, tu es chez toi. Tu te dis, est-ce qu'il va pas. Il va pas, on va dire, crouler sous la pression. Bah, pas du tout, parce que c'est un des joueurs sur le terrain qui t'apporte le plus de satisfaction. Et si tu devais citer des joueurs à ne pas toucher dans cet effectif-là du Maroc depuis le début de la CAN, El Ainaoui, il est clairement dedans. Ah bah, non, mais On parle de Brahim clairement. et El Ainaoui, il est à la même table. Ah mais clairement. Et on l'a vu, enfin moi j'ai remarqué ça dès le premier match, on va dire dès la première mi-temps contre les Comores où il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension sur on va Poser le dire jeu. C'était euh, celui qui, et généralement, je trouvais que lui ça voulait jouer vite vers l'avant, etc. Et lui,
il ralentissait le jeu, mais dans le bon sens, tu vois. Il posait le jeu, ça balançait pas devant vers les ailiers, etc. Il reprenait le temps de construire, il distribuait les ballons. Et ça, on le voyait parce que Amrabat, c'était pas du tout ce qu'il faisait. Et c'est Amrabat, pour ça, c'était beaucoup c'est pour plus ça dans moi, la que je t'ai fait le lien en fait, avec Amrabat. C'est parce qu'en fait, dans ce que moi j'avais vu la Dame Rabat en 2022 et à la CAN 2023, là je voyais qu'en fait, dans ce profil-là, avec ce Maroc qui est normalement proactif face en plus à des blocs bas, en fait, il il te sert pas. ralentissait trop le jeu. Et si en plus, on va dire, il est vraiment pas dans la meilleure forme physique de sa carrière, bon, bah là, en fait, oui, ça devient plus un poids qu'autre chose. Et c'est vrai que à ce moment-là, Terry Grady, bah, tu peux compter sur un Naoui qui affiche ce niveau de performance. Bah, c'est peut-être plus simple pour arriver à dire, écoute, Sofiane, tu vas, de toute façon, t'es pas à 100%. Donc, écoute, c'est pas grave. Et on l'a vu contre le Cameroun. Il est rentré les 5-10 dernières minutes et il peut avoir peut-être une importance et une utilité comme ça. Maintenant, au coup d'envoi, ouais, on va être très clair. Il a pris la place. Et alors maintenant, c'est la vraie question, c'est est-ce que sa meilleure version, c'est avec Unai à côté ou là, pour l'instant, le trio qu'on voit avec El Khanous et Saïbari, pour toi, ça correspond? Il manque pas peut-être un poil plus de défense, un défensif un peu plus? Bah, en soi, moi j'attends justement, c'est pour ça que c'est assez compliqué de répondre à la question. J'attends de voir El Khennos et surtout Saibari à leur meilleur niveau, parce que je Mhm. pense qu'un El Khennos qui affiche son vrai niveau au milieu de terrain, ça peut clairement être le trio, ça peut clairement être une option dans ce milieu de terrain-là. Après, Oudahi, tu vois, il a une vocation un peu plus offensive. Et en fait, il faut trouver le mix entre le Amrabat et le Ounahi, l'aspect défensif de Ouais, Amrabat et l'aspect offensif de Ounahi, où là, tu vois, moi, je vois vraiment El Khennos euh, il remplit, on va dire, ces deux critères-là. Après, on en attend beaucoup plus de lui, mais je pense que tu vois, ça peut être une option définitive dans le milieu de terrain avec un El Ainaoui en sentinelle, un El Khannous qui, tu vois, serait un peu l'équilibre entre les deux, et un Saibari qui aura une vocation beaucoup plus ouais. offensive, en numéro 10, qui, qui pourra apporter beaucoup plus d'options devant. Moi, je pense que ce schéma-là, tu vois, ce milieu-là, il peut être intéressant parce que comme tu as dit, on a vu les limites d'Amrabat. Et Ounahi, le problème, c'est que physiquement, on a souvent des doutes sur ça, tu vois. Donc je pense que tu vois, ce trio-là, ça peut être une option définitive pour le Muntakhab. Et honnêtement, j'ai vraiment, vraiment envie de voir El Khannos à son niveau parce que le mec au milieu de terrain, ça peut être un monstre. Ouais, ça peut peut-être être aussi, comme tu as dit, être un peu le chaînon manquant qu'il y a dans ce jeu du Maroc. Et voilà, maintenant, tu vois, pour répondre aussi à notre question, est-ce que c'est le meilleur jeune de la CAN et est-ce que c'est la révélation du tournoi? Le côté révélation, je pense que oui, parce que de toute façon, un gars qui a 3 sélections avant la CAN et qui affiche ce niveau de performance, euh, honnêtement, là, j'en ai pas d'autres. Alors après, évidemment, dans les équipes qui ont été sorties, bah, on peut penser à un Yann Diomandé, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui a fait une très bonne CAN, un Kofané aussi du Cameroun aussi qui a fait une bonne CAN et qui découvrait aussi ce niveau-là. Maintenant, force est de constater, on est obligé, maintenant qu'on arrive en demi-finale, de voir qui est encore présent dans le tournoi et ça compte aussi pour qui est le meilleur joueur, le meilleur jeune. Donc maintenant, il est aussi un carrefour aussi, hein, parce que tout ce qu'il a pu faire depuis le début de la compétition est positif. Maintenant, il va falloir que maintenant dans le dernier carré, il élève encore le niveau. Et à ce niveau-là, est-ce que toi, tu as des doutes, par exemple, sur sa capacité de pouvoir répondre présent et faire un énorme match contre le Nigeria et possiblement en finale, ou tu as encore, malgré tout ce qu'on vient de dire, encore des incertitudes pour sa capacité à être au top, top, top niveau dans les top, top, top matchs? Non, franchement, moi, j'ai pas de doute sur le joueur. Je pense qu'il peut largement élever son niveau. Élever son niveau, déjà, il le fait déjà très bien, tu vois. Parce qu'il a, Mhm. il a répondu présent contre le Cameroun, où on s'était dit, bah voilà, ça peut être un premier gros test pour lui. Est-ce qu'il va pas sous-performer ou
avec la pression du match ou avec l'intensité qu'il va y avoir pendant le match, est-ce qu'il va pas sous-performer? Pas du tout. Donc moi, de ce que j'ai vu, il nous a sorti un match de fou contre le Cameroun, même si c'est pas le premier qu'on voit. Quand tu regardes vraiment cette équipe-là, tu regardes, c'est lui qui t'apporte la sérénité. Moi, j'ai aucun doute sur le joueur. Je sais que contre le Nigeria, il va nous sortir une top performance. Et en finale, pareil. Si on passe, moi, j'ai aucun doute sur le joueur. Moi, pour moi, dans cet effectif marocain, même avec la compétition de Brahim Diaz, je reste quand même sur mes appuis en disant que El Ainaoui, c'est le mec qui me rassure le plus. Il me rassure plus que Brahim Diaz. Non, mais après, t'es cohérent, hein. C'était ta révélation au début de la CAN avec Salah Eddine. Donc, écoute, t'es dans la suite logique et dans ce qu'on a pu voir, on vient de le dire, dans ce débat, dans ce qu'on a pu voir depuis le début de la CAN, bah ouais, franchement, il saute un peu aux yeux. Maintenant, voilà, faudra encore un peu affiner à la fin de la compétition avec le verdict final. Mais sur ce qu'on a pu voir, ouais, vraiment, en termes de révélation, je pense que ça peut pas être autre chose que ça. Parce que, comme on l'a dit, 3 sélections avant une CAN, bon, bah, quand tu arrives à ça, bon, bah, c'est que forcément, t'es une révélation. Et le meilleur jeune, bon, peut-être qu'il faudra aller au bout. Allez, c'est ce qu'on va lui souhaiter à Nil. S'il va au J'espère. bout, là, je pense qu'il l'aura. Là, je pense que là, c'est bon. Si ça va au bout, je pense que le meilleur jeune, ça sera pour lui. Je pense. On est d'accord. On Ouais, est bah ouais. d'accord? Ouais. On est d'accord. Ademola Lookman, V6 Brahim Diaz. Qui fait la meilleure CAN 2025? Est-ce que c'est la polyvalence du Nigérian ou l'opportunisme du Marocain? Bon, alors là, dans ce débat, je ne vais pas te poser la question de savoir pour qui tu te positionnes, parce que bon, voilà, c'est Ça un reste secret pour évident. personne. Voilà, ça va être plutôt, bien évidemment, Brahim Diaz. Voilà, il y a zéro suspense dans ce débat. Maintenant, on va essayer pareil d'être objectif et mettre de côté un peu le côté partisan qu'on peut avoir. Vraiment, là, en étant amateur de football et amateur de la CAN, pour toi, tu restes de base sur il fait la meilleure CAN, Brahim Diaz, par rapport à Demola Lookman? Bah ouais, hein, franchement, moi, malheureusement, je pourrais pas bouger. Ça va être difficile de me faire bouger de mes positions. Pour moi, ça reste le meilleur joueur de cette CAN. En termes de stats, Alors, en termes d'apport. c'est quoi alors, principalement, le truc qui te fait dire, bon, bah voilà, en gros, c'est l'argument. Est-ce que c'est les 5 buts en 5 matchs? Est-ce que c'est la place qu'il a dans le jeu? Euh, Dis-moi, c'est quoi l'élément fort pour toi qui te fait dire, non, il fait la meilleure CAN comparé à tous les autres? En vrai, tu vois, je vais vraiment essayer, même si c'est compliqué, d'enlever ma casquette de supporter marocain et d'essayer d'être le plus neutre possible. Et Ouais. honnêtement, avec tout ce que j'ai vu de Brahim Diaz depuis le début de la compétition, Mhm. c'est le facteur X de cette équipe. Ça, Pour je peux moi, pas te l'enlever. c'est Ça, je c'est peux pas te le, l'enlever. le danger numéro un de cette équipe du Muntakhab depuis le début de cette CAN-là. En plus de ça, c'était un joueur qui, on savait que voilà, il y en a beaucoup, dont moi, qui voulaient qu'il commence sur le banc au début de cette CAN parce que on avait des prestations très décevantes de lui, sachant qu'il était arrivé en tant que tête d'affiche de cette équipe-là. Ah oui. Au moment Ah, lui, où il est arrivé avec une il a pression XXL, hein. Lui, il y avait tout. Et force est de constater que Brahim Diaz, c'est un but par match. C'est 5 buts en 5 matchs. C'est la première fois de l'histoire qu'un Marocain le fait. Donc, c'est pas négligeable. Et il est le meilleur buteur actuel de la compétition. Ok. Donc, pour moi, Bon. tu vois, tous ces éléments, sans parler de son apport dans le jeu, dans le danger qu'il peut apporter à lui tout seul dans cette équipe du Maroc-là, tous ces éléments, ils me font dire que Brahim Diaz, je pense, fait une meilleure canne que Lookman. Ou attention, Lookman fait une très grosse canne. Je crois que c'est le meilleur passeur, si je dis pas de Ouais, ouais. bêtises. Et, T'inquiète pas. et T'inquiète pas, j'arrive. et il T'inquiète reste, pas. il reste quand même très important dans cet effectif du Nigeria. Ah, je suis d'accord.
je suis d'accord avec la présentation déjà que tu fais de Brahim Diaz. Faut remettre dans le contexte. Ça a déjà été précisé à plein de reprises, mais c'est quand même important. Pression XXL, parce que choix très long à se décider, parce qu'il faut être très clair, hein, on peut réécrire l'histoire en disant bah oui, bah il a dit tout de suite oui à la proposition marocaine. On le sait, ça a pris du temps. Ça a été loin d'être aussi simple que ça. Et malgré ça, bah ouais, la canne qu'il est en train de livrer, ouais, j'avoue que ça pose les bases. Ok. Maintenant, de l'autre côté, pour être clair, moi je vais aller défendre un peu plus Ademola Lookman. Déjà, première chose, Ademola Lookman, j'adore le joueur. Vraiment, et vraiment, c'est que il y a et le côté le, le, Affectif. le, le look du joueur déjà, j'aime bien le look du joueur, et je trouve que balle au pied et dans une équipe, que ça soit à l'Atalanta ou que ça soit dans cette équipe du Nigeria, et c'est pas la première fois. Déjà la CAN 2023, c'était pour moi lui le meilleur joueur de ce Nigeria-là. Je trouve qu'en fait, il a une palette un peu plus large qu'un Brahim Diaz. Je m'explique. C'est que il est aussi bien capable d'être le joueur décisif en marquant comme Brahim Diaz, mais il est aussi capable de pouvoir faire la passe décisive comme peut faire Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz, c'est loin d'être qu'un simple buteur, on est bien d'accord. Mais depuis le début de la compétition, Brahim, il est plus là en mode opportuniste. Et même s'il est à l'origine, on va dire, du jeu offensif euh, marocain, je sais pas, j'ai la sensation en fait que Lookman, alors c'est peut-être parce il a Osimhen à côté de lui. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il serait pas dans l'ombre d'Osimhen? Et ce qui me fait un peu dire que Brahim Diaz, il a un peu plus de place pour s'exprimer, puisqu'il n'y a pas en numéro 9 où c'est vraiment la star de l'équipe. Là où pour le Nigeria, je pense que Osimhen fait vraiment office de star de l'équipe et ça peut aussi, Ça sur ça peut aussi être un frein à Lookman. sur ça, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus exposé que l'autre. Clairement, Brahim Diaz est plus exposé que Lookman parce que tu as on vient de dire, tu as l'espèce de paravent Victor Osimhen qui concentre une grosse partie de l'attention. Alors après, il faut être clair, hein, Victor, c'est aussi parce qu'il aime bien la concentrer, hein, l'attention. Hein. Il aime bien que tout tourne autour de On l'a lui. bien vu, je crois, contre le Mozambique. Je crois que c'est contre le Ouais, ouais. Mozambique. Ah, contre Il le aime, Mozambique, bah, il justement, aime Lookman cette, se rappelle. il aime Tu cette vois. casquette de numéro. Tu vois. Mais de l'autre, c'est vrai, en fait, peut-être que c'est moins marquant parce que tu l'as dit, 5 buts en 5 matchs de la part de Brahim, ah, forcément, ça marque les esprits, en fait. C'est pas juste un doublé ou un triplé contre une équipe moins forte. C'est 5 buts en 5 matchs. Donc, il y a eu 5 matchs depuis le début de la compétition pour le Maroc. Il a marqué à chaque match. Donc, oui, forcément, que spontanément, on va avoir tendance à dire qu'il fait la meilleure canne. Mais de l'autre, composer avec Osimhen, avoir les stats de meilleur passeur et tout en marquant aussi et en étant déterminant à chaque fois qu'il prend le ballon, parce que même contre l'Algérie, quand je le vois jouer, enfin voilà, c'est un top player, on va dire les termes. Les deux, c'est peut-être deux top players, mais à choisir entre ces deux top players, et pourtant il y en a un qui a joué au Milan, qui est un club de mon cœur, je te jure, moi, mon cœur balance plus vers Lookman. Alors peut-être que c'est plus de l'affect, mais sur cette compétition, franchement, pour moi, les deux se regardent les yeux dans les yeux. Oui, ça c'est sûr. Il y a match entre les deux et je pense que ça va être intéressant aussi de les voir en confrontation directe sur un match pour voir un peu qui entre guillemets, va prendre le dessus sur l'autre en termes d'impact. Mais après, comme je l'ai dit, moi, ce qui me fait dire que Brahim Diaz est meilleur, on va dire, que Ademola Lookman, c'est Mhm. vraiment, c'est vraiment on va dire, l'ombre d'Osimhen. Et on l'a senti à certains moments où, bah voilà, il est un peu, il est pas bridé, mais il est un peu, comme tu as dit, sous l'ombre de Osimhen, là où Brahim Diaz, bah, c'est vraiment le leader technique. Et je pense que c'est un facteur qui est pas négligeable parce que ce soit techniquement ou dans le jeu, ça lui laisse beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. Il peut être beaucoup c'est plus facile pour lui d'être décisif que Lookman où vraiment il doit entre guillemets passer par Osimhen. Et je pense que les stats elles illustrent aussi cet argument parce que d'un côté, tu as le meilleur buteur
et de l'autre, tu as le meilleur passeur, sachant que les deux, ils jouent quasiment au même poste, ils sont juste pas Ouais. sur le même côté. C'est pas anodin, tu vois. Ah non, Et non, bah, Osimhen aussi, et Osimhen, je crois il est deuxième meilleur buteur ex aequo, je crois, avec Salah, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui, est pas, qui justifie un peu cet argument-là il est un peu sous l'ombre d'Osimhen. en fait, là où Brahim pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire que factuellement, le meilleur joueur de la sélection du Maroc, bah, c'est pas Brahim Diaz, normalement, c'est Achraf Hakimi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais de par le profil d'Hakimi, qui est largement mais aux antipodes d'un Victor Osimhen, et de par la place sur le terrain, ou pareil, c'est-à-dire que Hakimi, tu vas le chercher dans le jeu et dans la construction du jeu, ou pareil en phase défensive, pas comme un numéro 9 que tu dois servir et qui va entretenir ses stats. Donc oui, Brahim, il a cette chance-là, malgré la pression XXL, parce qu'on l'a dit, Maroc à domicile et tout ça, il a aussi ce côté, la pression, elle est aussi mise un peu sur un Hakimi qui peut lui aussi, on va dire, le décharger. Parce qu'en plus, factuellement, ils sont un peu mis sur le même côté, même si Brahim, il colle pas non plus la ligne, il permute et machin. Ils sont quand même un peu amenés à jouer ensemble. Et je pense que c'est plus naturel de jouer avec un Achraf Hakimi quand tu es Brahim Diaz que jouer avec Osimhen Osimhen, quand tu es Lookman, ou encore une fois, on le dit très souvent, tu as un gars qui, 9 fois sur 10, quand tu vas pas lui faire la passe. Tu Après, vois. après, attention, parce que, comme tu as dit, l'argument d'Hakimi, sur cette canne-là, il fonctionne pas vraiment parce que Ah non, il était pas ah non, il met titulaire. rien. Et Marrant. cette pression-là, justement, elle a été remise totalement, pas totalement, mais en grande partie sur Brahim Diaz, parce que l'idée qui émergeait, c'est que bah, Hakimi, il n'est pas là, il est blessé. La personne sur qui on va pointer du doigt, la personne sur qui on pointe le doigt, bah, c'est Brahim Diaz. Et tu vois, Oui. ça aussi, c'est avec, en fait, ça me fait, ce qui me fait encore plus dire qu'il fait une meilleure canne que Ademola Lookman, c'est aussi au niveau du contexte avant cette canne. C'est-à-dire que en plus de toute la pression qu'il y avait autour de lui, parce Ça, que c'est lui, vrai. il avait vraiment tout à prouver, parce que bah, Mhm. c'était irrégulier avant la canne. T'as, en plus de ça, tu perds le capitaine et tu reprends un peu ce statut de leader technique de cette équipe-là. Et malgré toute cette pression-là, bah, tu réponds présent et tu marques à chaque match. Donc ça aussi, tu vois, c'est ce qui me fait dire aussi que pour cette partie, on va dire leadership, il gagne un point Non. sur Lookman, là où il a un peu, on va dire, il n'a pas vraiment cette aura et cette responsabilité de leader technique. Non, parce que c'est ça aussi. Et après, on va dire que c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, la rançon de ce que, on va dire, il a semé avec je prends du temps à prendre ma décision, à dire oui, à être véritablement bon tout de suite, comme on a pu en parler à un moment donné avec El Ainaoui, qui s'est mis tout de suite au diapason de l'équipe et qui n'a pas eu de temps d'adaptation. Lui, ça a été plus compliqué. Mais oui, tu as raison aussi. Le fait que Hakimi arrive, pas sur une jambe, mais clairement pas à 100% dans cette canne, bon, bah oui, la pression, elle va retomber directement sur un Brahim Diaz. Parce qu'à ce moment-là, bah, c'est sur toi, Brahim, qu'on va compter pour pouvoir aller loin, vu que notre meilleur joueur, il n'est pas à 100%. Et encore une fois, comparé au Nigeria, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Maintenant, voilà, pour trancher, je pense que voilà, on va avoir deux avis différents dans ce débat. Maintenant, on va être, je pense, assez d'accord sur le terme de top player pour les deux. Mais Ah sur, oui, ça, c'est sûr. et Je là, pense sur que les cette deux, canne, je pense que les deux, ils vont se disputer le statut de meilleur joueur de cette compétition. Je vois très mal, je vois très mal, en tout cas dans les équipes qui restent, un joueur en particulier qui s'impose en tant que meilleur joueur de la compétition. Je vais pas être aveuglé par les stats de Salah parce qu'on sait que sur l'entièreté de la compétition, bah, c'est ouais. très moyen, mais les stats, elles jouent un peu en sa faveur. Et côté Sénégal, bah, il y a pas de personnes, on va dire, qui peuvent prétendre à cette casquette de top player autant que Lookman et Brahim Diaz. Bah, il y en a peu. Et puis, on va dire, tu pourras toujours trouver, comme tu as dit, un Salah qui affiche quand même des stats intéressantes. Maintenant, on voit le contenu des matchs. Et
pour reprendre une expression de Walid Acharchour, on voit bien que le capot, il fume. Donc, tu vois que c'est Ah, compliqué lui, quand même. si on doit prendre quelqu'un côté Égypte, c'est Marmouche, ça sera pas Salah, parce que Marmouche et Salah, c'est le jour et la nuit sur ce qu'ils apportent à cette équipe-là. Après, Salah, il est sauvé un peu par les stats. Donc, Il est sauvable par les stats. Maintenant, il y a aussi, on en parle moins, mais pareil, pour voir tous les matchs du Sénégal, on a un Sadio Mané qui est vraiment très très bon depuis le début de la compétition. Alors évidemment, il est moins marquant et moins impactant que les deux joueurs qu'on c'est vient de citer, marquant, c'est tu surtout vois. le marquant, moi, qui me fait dire tel ou tel joueur peut vraiment prétendre à être le meilleur joueur de la compétition. Et Maintenant, ça, attention, il est tu un sais peu comme moi. en... Maintenant, tu le sais comme moi, le meilleur joueur, ça va de pair avec celui qui va aller au bout. C'est Donc, ça, c'est surtout ça. donc à un moment donné, si le Sénégal va au bout, même si tu as un Sadio Mané qui aura été peut-être moins efficace qu'un Brahim ou qu'un Lookman, tu le sais comme moi que ça terminera pour lui. Et de la même manière pour un Salah, si c'est l'Égypte qui vient remporter, le meilleur joueur, il va un peu de pair. Maintenant, on essaye un minimum, nous, de décorréler forcément le vainqueur et tout ça. On regarde les perfs, on voit les matchs. Et oui, pour l'instant, sur cette compétition, Osimhen, c'est dans un autre registre. Le vrai débat, il se met sur Lookman et Diaz. Et tant mieux à la limite qu'on ait cette demi-finale-là qui s'affronte et puis qu'on arrive à véritablement trancher qui fait la meilleure canne. Mais avant cette demi-finale, ouais, c'est une question de sensibilité, je pense. C'est Là, ça, ouais. on est vraiment dans de la sensibilité. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de joueur qui fait vraiment l'unanimité entre les deux. Ça reste quand même, ça reste quand même assez serré. C'est pour ça, je pense que c'est intéressant de voir cette rencontre. Parce que là, pour le coup, tu as, la partie, on va dire, un peu leadership qui pèse pour Lookman. Et tu as la partie, t'as la partie qu'on a dit tout à l'heure pour Brahim Diaz qui pêche sur. Bah, c'est le leader technique, mais il lui manque ce quelque chose qui nous fait dire à l'unanimité qu'il est vraiment hors contexte. Donc là, je pense que ça peut être intéressant de voir les deux s'affronter. Pour le coup, sur ce match-là, tu verras vraiment qui, on va dire, va abattre l'autre joueur et qui pourra là, je pense, je pense que le meilleur joueur de la compétition, ça sera le vainqueur Bah de ouais, cette confrontation-là. Et je vais même me mouiller un peu plus pour dire que le vainqueur, l'équipe qui gagnera ce match, sera très probablement l'équipe qui va gagner la CAN. ouais, c'est pas, de toute façon, ça se tient. Et tu prends pas des risques dingues, sachant qu'il reste plus que quatre équipes, hein. Donc, Ouais, mais voilà. Mais je vois ce que tu veux au dire. moins je dis que le gagnant est de ce côté-là du tableau. Non, non, voilà. Là, c'est une vraie, ça, là, pour le coup, tu prends une vraie, et là, t'as une vraie prise de position. Et comme on l'a dit, voilà, ça va être le terrain qui va trancher, pour ce débat-là. La seule chose, voilà, et pourtant, moi, je défends plus Lookman dans cette histoire, juste que Brahim soit quand même à 100% physiquement. Ouais. Et attention, parce que je l'ai vu quand même à certains moments strapper, je l'ai vu quand même à un moment donné sortir plus vite. Là où Lookman semble, alors pareil, je suis pas dans le vestiaire du Nigeria, mais me semble à 100% physiquement. Bah après, c'est le gros problème qu'on a avec notre cher ami Brahim Diaz. Je sais pas pourquoi il tient autant à rester au Real Madrid, mais quand tu abordes une compétition avec pas beaucoup de minutes dans les jambes, bah forcément, t'as Tu pas le de payes. rythme et c'est compliqué de tenir 90 minutes. Après, tu vois, les 80, 85 minutes qu'il joue, il les tient, tu vois. Ah ouais, non, 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 non. Il est Ça, décisif là-dessus, mais c'est sûr que si tu compares l'état physique des deux joueurs, c'est pas comparable. Tu as un ah joueur bah, il y en a un, est et titulaire pourtant, avec son club et t'en as un autre qui joue des bouts de match. après, Donc, attention, hein, Lookman, de l'autre côté, il n'a pas eu non plus un début de saison extraordinaire, hein. Il a été tricard du oui, mais côté de ça reste quand même l'Atalanta beaucoup parce plus, qu'il est barré. il a quand même beaucoup plus de minutes jouées que Brahim Diaz. J'ai pas le Ça, nombre c'est exact. sûr. Et en fait, lui, à la différence de Diaz, c'est que vraiment le début de saison, il est tricard, il est vraiment mis de côté parce qu'il veut partir à l'Inter et il part pas. Et il est réintégré avec l'ancien entraîneur Juric qui finit par être viré quelques semaines après. Et en fait, lui aussi, il commence vraiment sa saison qu'à partir de novembre. Mais tu as raison, il a plus de minutes de temps de jeu Non, Brahim Diaz, c'est brillant. Brahim Diaz, c'est que Diaz. Et match. ça sera peut-être un autre débat. Mais oui, Brahim Diaz, peut-être que c'est joli sur le CV Real Madrid, mais est-ce qu'au final, pour ta progression en tant que joueur, maintenant que tu as pris en plus ta Ligue des Champions et que tu as pris des titres,
Est-ce que ça vaut véritablement le coup de continuer à jouer le super sub? Je suis pas sûr. Je suis Bah, pas sûr. surtout que c'était une des questions qui se posait, tu vois, chez beaucoup de personnes avant cette CAN-là, au vu des prestations au vu des prestations qu'il avait avec le Maroc, on était beaucoup à pointer du doigt le faible temps de jeu qu'il avait en club. Et pour beaucoup, s'il voulait avoir un avenir avec le Montakhab, bah, il fallait qu'il change de club. Mais il ne Mhm. pouvait pas continuer comme ça. Et là, je sais pas ce qu'il en dit, mais je crois qu'il veut prolonger. Il y avait beaucoup d'optimisme avec l'arrivée d'Alonso sur le banc du Real, qu'il allait plus se faire tourner, que voilà, il connaît un peu le profil du joueur quand il était à City, etc. Il avait un œil dessus. Force est de constater qu'il joue encore moins qu'avec Ancelotti. Déjà qu'il avait rien, là, il risque dalle. Il Donc, avait un peu plus de temps. Il avait un peu plus de temps de jeu avec Ancelotti. T'as raison. ça, il avait des bouts de match. Là, il a rien du tout. Là. Ah non, mais c'est Donc, pour ça. je pense qu'à l'avenir aussi, je pense que peu importe l'issue de cette CAN, si on sort en demi, en finale ou qu'on la remporte, je pense que sur le long terme, va falloir vraiment que Brahim Diaz se pose la question de clairement choisir un club qui est compétitif et où il peut avoir du temps de jeu. Et l'avantage qu'il a par rapport à certains joueurs, c'est que lui, il a fait 3 championnats. Donc, il a déjà un espèce de background avec la Première Ligue et la Serie A. Donc là, il a l'embarras du choix, mais il faut surtout pas qu'il s'entête à rester au Real. Non, mais s'il a envie de revenir dans le club dans lequel il était. J'aimerais bien le revoir au Milan AC, hein. Honnêtement, je dis pas non. Bah, écoute, il a laissé de très bons souvenirs là-bas, même si tout n'était pas parfait. Mais il a laissé d'excellents souvenirs là-bas. Et je vais pas te dire que les tifosi le regrettent, mais il y a, enfin voilà, si Il y a ça venait à un moment donné un à faire. espèce de non achevé, je pense, avec Brahim Diaz pour beaucoup. Ah Enfin, oui, le parce que c'était un club où il est prêt en passé. plus sans option d'achat. Donc, en fait, tu sais, c'est les options, c'est les histoires de joueurs que tu as, mais au final, tu peux pas réellement t'attacher parce que tu sais que après, il va repartir et il t'appartient pas réellement. Et je pense que pour le joueur, c'est peut-être aussi un peu la limite. Maintenant, il voulait tester de retourner au Real et de voir de faire son expérience. Donc, ça s'entendait. Maintenant, on vient de le dire, vu les années qui viennent de passer et on va dire le contexte actuel, ouais, ce serait peut-être bien pour lui de partir. Et ça peut permettre de faire le parallèle avec Lookman. C'est pareil. Lookman, s'il pouvait aussi être dans un club plus huppé et, on va dire, Plus compétitif sur la scène ouais, plus européenne. compétitif sur la scène européenne. Après, attention, même si pour Brahim, j'y crois zéro, mais peut-être que cette canne, ça peut être un tournant et que en allant au bout ou quoi, il peut Changer de gratter. statut. Je vais pas dire une place de titulaire parce que ça serait mentir, mais Non, mais gratter tu tapes à la porte. 10 minutes, ouais, c'est ça. Tu tapes à la porte du coach, là. Attention, coach, je viens d'être Après, c'est je le viens d'être Real, champion tu vois. d'Afrique en étant le meilleur joueur. Ouais, C'est le Real, moi personnellement, j'y crois moyen, mais après, on n'est pas à l'abri que dans le cas où ça va au bout, il peut améliorer sa situation en club. ça, Et c'est sûr. Lookman, c'est pareil. Bah, les deux, en fait. Et ça montre bien que malgré le fait que ça soit des top players, bah ouais, il y a quand même possibilité pour eux de repasser peut-être un step différemment. Brahim, en redescendant peut-être et étant dans un club où vraiment on va lui donner 100% de la confiance. Et de l'autre, Lookman, avoir le vrai gap de le gros club et est-ce que tu es capable de pouvoir jouer là dans le gros club. En gros, un peu la situation de Brahim. Et Lookman, jusqu'à présent, c'est Leicester ou c'est comment l'Atalanta, ouais, on voudrait bien le voir dans un club plus huppé, quoi. Donc, en tout cas, les deux, pour répondre à notre question, voilà, toi, t'es resté sur ton camp, je reste sur le mien, place au terrain, et ça Ça, sera c'est bien le terrain qui mercredi. décidera. On est OK? Ouais. On est OK.